Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, il est midi et vous êtes sur Sud Radio pour découvrir pendant 1 heure le nouveau numéro de Y a pas d'âge, l'émission qui est là pour égayer vos dimanches en vous offrant des conseils et des infos autour de sujets qui nous concernent tous. Et aujourd'hui, Catherine... Eh bien, il n'y a pas d'âge pour dire stop au phénomène des viols sur les personnes âgées qui s'accroît. Des femmes de plus de 75 ans, majoritairement octogénaires, violées à leur domicile ou dans les établissements de santé par des hommes qui ont, tenez-vous bien, entre 20 et 40 ans. Un sujet tabou sur lequel nous levons le voile avec le criminologue et géopolitologue Xavier Hofer. Il n'y a pas d'âge pour choisir de se déconventionner. Qui sont ces médecins qui se déconventionnent? Pourquoi? Et quelles sont les conséquences pour nous patients? Eh bien, on en parle dans quelques minutes. Il n'y a pas d'âge pour comprendre comment les chiens policiers travaillent sur les enquêtes policières. Ça, c'est intéressant. De quels chiens parle-t-on? Quelle est leur formation? On vous raconte. Il n'y a pas d'âge pour retrouver un état de sérénité grâce à la cohérence cardiaque, une technique à pratiquer à la maison et qui permet de gérer le stress et l'anxiété, de maîtriser ses émotions et de retrouver un sommeil réparateur. Et nous recevons Nicolas Devilliers, président du Puy du Fou, le plus grand parc d'attractions au monde qui vient d'être célébré et récompensé à Hollywood pour son dernier spectacle, Le Mime et l'Étoile. À tout de suite. Sud Radio, y a pas d'âge. Alors on assiste depuis 2 ans à un boom des viols de personnes âgées. Pas un mois sans que plusieurs cas ne soient rapportés dans la presse nationale et régionale ou que des plaintes ne soient déposées. Des femmes de plus de 75 ans et majoritairement octogénaires, violées à leur domicile ou dans les établissements de santé par des hommes qui ont entre 20 et 40 ans, vous nous le disiez Catherine. Ouais. Eh bien ce matin, nous levons le voile sur ce véritable tabou avec le criminologue et géopolitologue Xavier Hofer qui n'élude pas les questions à ce sujet. Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Xavier, est-ce que le viol de femmes âgées est un phénomène nouveau? Il faut commencer par poser les fondamentaux. L'espèce humaine, c'est-à-dire aussi bien en Papouasie-Nouvelle-Guinée que dans le Tarn-et-Garonne, partout au monde, a été analysée depuis belle lurette par les psychiatres. Et en gros, 1% de l'espèce humaine sur toute la planète, quelle que soit la civilisation, quelle que soit la culture, est atteinte de pathologies mentales, c'est-à-dire de pathologies comme la schizophrénie ou la paranoïa ou toute autre pathologie mentale. Dans ces pathologies mentales, il en est qui intéressent la sphère de la libido. Aux 2 coups de la chaîne, vous avez d'une part ceux dont l'obsession maladive sexuelle se porte sur des mineurs, voire sur des enfants, on parle là de pédophiles, et d'autres dont l'obsession sexuelle se porte sur des gens âgés, et là on parle de gérontophilie. La gérontophilie peut s'exercer, advenir selon 2 registres différents. Il y a simplement des gens qui sont attirés sensuellement ou sexuellement par des individus beaucoup plus âgés qu'eux, ça existe. À la présidence de la République, par exemple, puis pour dire les choses clairement, ou alors ça peut avoir une dimension pathologique, c'est-à-dire s'accompagner d'agressions sexuelles, voire de viols. Nous parlons ici de la 2e catégorie, c'est-à-dire d'individus qui violent généralement des femmes, parce que c'est pratiquement toujours des femmes, infiniment plus âgées qu'eux, et certaines d'entre elles même dans la très grande vieillesse, puisqu'on a vu des cas où des nonagénaires, des femmes âgées de 92 ou 93 ans, ont été violées. Non, Donc, mais là... on parle de ça. C'est un phénomène aussi ancien que le monde. On a toujours connu ça d'aussi loin que les chiffres et les statistiques remontent. Au 19e siècle, par exemple, vous avez un des grands professeurs de psychiatrie qui avait été notamment le professeur de Sigmund Freud, qui s'appelait le professeur Krafft-Ebing en Autriche, a écrit un livre sur toutes les déviations sexuelles possibles et imaginables qui s'appelle Psychopathia Sexualis, le titre en latin, et dans Psychopathia Sexualis, vous avez décrit des cas de gérontophilie. Donc ce que nous évoquons aujourd'hui n'est pas cette situation qu'on connaît depuis aussi longtemps que les statistiques reviennent, c'est une bouffée d'agression sexuelle violente
par des individus très jeunes et qui s'attaquent à des femmes âgées, Oui, alors, parfois simplement pour les dépouiller, pour les voler, et voilà. parfois aussi pour les violer. Ouais, parce que là, on est dans la pathologie, on n'est pas dans l'attirance pour quelqu'un de plus âgé. Parce qu'une femme qui a plus de 85 ans, 90 ans, esthétiquement, physiquement, enfin, le corps est quand même n'est plus ce qu'il était à 20 ans. Donc l'attirance, on peut pas vraiment l'avoir. C'est vraiment, on est dans la pathologie, là. Bien entendu, on parle de pathologie mentale jusqu'à présent. Et donc, on parle de pathologie mentale, et n'oublions pas une chose, c'est que nous, criminologues, nous avons notre livre rouge qui est le code pénal, et donc le code pénal dispose que tout individu dont les experts décide qu'il est atteint d'une pathologie mentale grave et qui abolit son jugement, altérer le jugement, c'est autre chose. Il peut encore être jugé, mais abolir le jugement, ça signifie qu'il échappe à la justice et qu'il est soumis à la médecine psychiatrique qui essaye, tant bien que mal, si elle le peut, de le soigner. Mais alors, Xavier Hofer, comment vous expliquez, parce que effectivement ça existe depuis la nuit des temps, mais comment vous expliquez la recrudescence et le boom actuel des viols sur des personnes âgées? Parce que quand même depuis 2-3 ans, ça explose en France. Je l'explique par la présence sur notre territoire d'individus non insérés et soumis à une misère sexuelle grave et qui violent des femmes âgées, pardon du terme qui est horrible, mais faute de mieux. C'est-à-dire que tout individu du sexe féminin qui leur tombe sous la main sont des prédateurs et pour eux un objet qui permet d'assouvir un besoin sexuel non assouvi par ailleurs. Et alors, quand ces violeurs gérontophiles sont arrêtés, est-ce qu'au moins la loi est bien appliquée? Je n'ai pas accès à tous les dossiers les uns après les autres, mais nous sommes à l'heure actuelle avec un ministre de la Justice qui a la particularité à la fois d'être applaudi par les prisonniers quand ils visitent une prison et détesté. C'est dans tous les journaux, hein, je n'invente rien, par ces magistrats. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que la justice soit admirablement plus appliquée dans le cas des viols gérontophiles que dans tous les autres cas. Ouais. Je vous rappelle que récemment, des individus ont été arrêtés au retour des Pays-Bas avec plusieurs kilos d'une substance toxique extrêmement violente, c'est-à-dire sans doute 100 ou 200 fois plus forte que l'héroïne, capable de tuer un individu lors d'une overdose à partir de 2 mg, et que les individus ont été remis en liberté ou condamnés à des peines un peu fictives. Donc il n'y a pas de raison que ce soit plus appliqué dans le cas de la gérontophilie, voyez-vous. Alors, je voudrais m'intéresser, Xavier Hofer, aux viols qui ont lieu dans les EHPAD ou les maisons de retraite, souvent la nuit, par le personnel soignant ou de gardiennage. On a eu plusieurs cas relatés dans notre émission par des familles ayant porté plainte, et à chaque fois, on s'aperçoit que l'administration donc du lieu choisit de charger la victime en l'accusant de mensonge et ne prévient pas la police. Comment vous expliquez cette position ubuesque? Alors, il faudrait d'abord savoir qui sont les individus qui ont accompli ces actes. C'est-à-dire que bien souvent, on voit très bien qui nettoie dans les entreprises en général, et donc dans les EHPAD aussi, on voit très bien qui est employé par le gardiennage. Sans doute s'agit-il de la même catégorie d'individus mal insérés, recrutés pour des salaires de misère, et qui essayent de compenser leur misère sexuelle en s'en prenant là aussi brutalement dans un phénomène que on appelle en psychiatrie la décompensation, c'est-à-dire le fait de passage à l'acte brutal et sans doute irréfléchi, et dans certains cas peut-être inconscient, sur la première victime qui tombe à leur portée. Mais naturellement, ces statistiques-là n'existent pas en France, mais on peut faire confiance au politiquement correct et à l'effet pas de vague. Vous savez, le monde médical et le monde de l'enseignement sont obsédés hystériquement par l'idée de pas faire de vagues, de pas dire un mot plus haut que l'autre, d'essayer de ramper par terre en évitant toutes sortes de problèmes, etc. Et donc, les gens en question, bien entendu, préfèrent porter la culpabilité sur une pauvre vieille dame qui souvent n'a pas les moyens même de se défendre, que sur un individu qui a un syndicat, qui peut les enquiquiner, qui peut après ça hurler à la discrimination et autres. C'est de la lâcheté.
Et en fait, on a eu un cas d'ailleurs à l'antenne il n'y a pas très longtemps justement, c'est arrivé à une dame dans un EHPAD et ce qui nous avait beaucoup choqué, c'était que même si la personne était présumée innocente, il l'avait laissée au contact de cette femme âgée qui disait avoir été violée par le gardien. Et on était assez choqués de voir que personne ne faisait rien et laissait cette personne, même si elle est présumée innocente, on est d'accord, quand même aller et venir dans la chambre de cette dame. Et dans 85% des cas, il semblerait que les résidents restent au contact de la personne potentiellement violeur. Vous voyez qu'il y a quand même une application un peu différente du célèbre principe de précaution. Des fois, il s'applique et des fois, il ne s'applique pas. De ce que j'entends, de ce que vous venez de me dire, il ne s'applique pas à des gens âgés résidant dans les EHPAD. Pourquoi? Parce que bien entendu, il est très noble de votre part, il est très beau d'en parler dans votre émission, mais en général, les victimes de ce genre d'actes n'ont pas de lobby, ne peuvent pas vous accuser, n'ont pas d'avocat, peuvent pas vous susciter des ennuis, peuvent pas vous faire du chantage à la discrimination, au racisme, etc. Et donc, c'est beaucoup plus simple de laisser tomber les victimes que de mettre les coupables potentiels face à leurs responsabilités. Et en tout cas, vous aurez remarqué qu'il y a des affaires en ce moment, et c'est bien, qui permettent à des femmes de se défendre contre des gens qui les ont agressées, voire violées. Et dans ce cas-là, le principe est de faire confiance à la parole des femmes. La parole des femmes ne suffit pas, mais en tout cas, elle permet de déclencher la justice. Là, dans le cas où vous me parlez, comme il y a une espèce de double peine, qu'il s'agit de gens sans lobby et en plus de gens âgés qui n'ont pas forcément l'énergie pour se défendre, eh bien, le principe de précaution ne s'applique pas. Oui. Ce qui est Eh bien, merci beaucoup Xavier Hofer pour ces éclairages que vous nous avez apportés. Alors, Absolument. en attendant que la justice se réveille et que la police soit dotée de moyens pour faire appliquer la loi, soyons vigilants et écoutons la parole de nos aînés. Le viol des personnes très âgées n'est pas un fantasme de journaliste, mais bel et bien une réalité. Merci à vous. Merci Belle Xavier journée. Hofer. Et nous sommes Merci. ensemble, David, jusqu'à 13h. Vous restez avec moi, j'espère. Mais je reste avec vous, Dans un Catherine. instant, nous allons parler de ces médecins et ils sont de plus en plus nombreux à choisir de se déconventionner. Pourquoi et quelles conséquences pour nous, patients? Eh bien, on va en parler tout de suite. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bonjour, si vous venez de nous rejoindre dans Y'a pas d'âge sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 13h et tout de suite dans Y'a pas d'âge pour parler de ces médecins et ils sont de plus en plus nombreux qui ont choisi de se déconventionner. Alors quelles conséquences pour nous patients? Quelles conséquences sur leur nouveau rythme de travail? Comment pallier le manque des remboursements? Des questions que nous sommes nombreux à nous poser, n'est-ce pas Catherine? Absolument, et qui dit médecin déconventionné pose immédiatement la question du remboursement des soins médicaux, puisque la Sécu applique dans ce cas un tarif d'autorité qu'elle prend en charge le minimum de frais. Le non-remboursement risque forcément d'affecter plusieurs patients. Le tarif des consultations est toujours sur la sellette. Les négociations entre syndicats, médecins libéraux et l'assurance maladie n'aboutissant pas à un accord pour l'instant, beaucoup de patients s'inquiètent et se demandent s'ils pourront continuer à se soigner. Tarifs qui augmentent, désert médical dans certaines régions. La période n'est pas vraiment sereine. Bonjour, docteur Arnaud Le Rouge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste à Cambrai. Vous avez, vous aussi, choisi d'être déconventionné. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots pourquoi? À quoi ressemblait votre quotidien? Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de vous déconventionner? Alors, donc c'est une idée très ancienne pour ma part. En fait, depuis longtemps, je souffrais littéralement de la mainmise des assureurs de la sécurité sociale, bien sûr, au premier rang, sur ma pratique, alors même qu'ils ont un métier très spécifique que je ne peux pas faire, assurer, et qu'ils ne savent pas soigner. Ils ne savent rien de mon métier. Et en fait, régulièrement, les médecins reçoivent, quand ils sont conventionnés, quand ils ont signé ce contrat qu'ils n'ont en fait jamais signé, mais ils reçoivent très régulièrement des chiffres pour savoir s'ils répondent aux objectifs de santé publique. Objectifs de santé publique qui s'apparentent plutôt à des objectifs d'économie de la santé, puisque c'est d'un assureur dont on parle qui est depuis des décennies en déficit abyssal. Donc en fait déjà ça c'était depuis très longtemps que cela me gênait parce que ça allait à l'encontre de l'éthique et du serment d'Hippocrate qu'on a tous prêté, qui semble indiquer que quand un patient est avec nous
dans notre cabinet, on a d'intérêt que pour lui, pour sa santé, pour la maintenir et puis pour le guérir quand il y a besoin ou pour le soulager quand on ne peut plus le guérir. Et en fait, là, très clairement, on a des tableaux Excel dans la tête. C'est-à-dire qu'en gros, si on met un arrêt maladie, n'en a-t-on pas déjà trop prescrit? Et puis, de toute façon, on le sait très bien, puisque la Sécu nous l'a dit avant, on a coûté autant de kinésithérapie, on a prescrit trop d'antibiotiques ou trop de médicaments qui ne sont pas génériqués, donc qui coûtent trop cher. Tout ça, ça me gênait beaucoup. Alors, après, la nécessité, c'est surtout la nécessité bien sûr comptable, puisque avant, tout en étant médecin généraliste, je suis libéral, donc chef d'entreprise, et qu'avec l'inflation, comme n'importe quelle autre entreprise, les frais augmentant, tout simplement, il y avait des factures qui multiplient, qui augmentaient. Vous aviez du mal à vous y retrouver. Tout à fait, puisque les tarifs étant bloqués tous les 5 ans, pendant 5 ans, forcément, nous, c'est l'air sous la courbe qu'il faut payer de nous-mêmes, puisqu'on est indépendant. On paye d'abord les fournisseurs de notre entreprise avant de se payer soi-même. Donc forcément un revenu qui baisse alors même qu'on est en moyenne à 55-60 heures de travail par semaine. Alors, c'était plus logique et c'était plus raisonnable. Docteur Le Rouge, on comprend dans ce que vous nous dites que c'est une question de liberté, mais est-ce que c'est pas aussi d'une certaine façon un mouvement d'humeur contre certains patients? Contre certains patients, non, puisque c'est grâce à nos patients que nous vivons. Nos patients, non, je parle sur les habitudes de certains patients. Alors, si en me déconventionnant, j'ai bien observé qu'effectivement, il y avait une modification de la consommation de soins, si on peut parler de ça. En attendant, les patients, à notre époque, de toute façon, vu le nombre de médecins qu'il y a par rapport au nombre de patients, il n'y a pas de réel problème de surconsommation de soins. Certes, on a tendance à dire que les patients en C2S, CMU, etc., on les accuse toujours de surconsommer parce que c'est gratuit. Oui, ils consomment moins maintenant, mais plus par le fait qu'ils investissent dans leur santé maintenant, puisque quand il faut avancer l'argent d'une consultation non remboursée, les patients dans le besoin, ils réfléchissent avant de venir. Mais avant, c'est souvent des populations fragiles et qui, du coup, ont besoin plus facilement d'aller chez le médecin. Donc, en fait, il n'y a pas une réelle surconsommation consumériste, mais plus ils ont besoin d'être accompagnés aussi bien par les services sociaux que par les services sanitaires au cœur desquels il y a les médecins. D'accord. Parce qu'en fait, alors si c'est pas de la surconsommation, souvent quand les salles d'attente sont pleines, ça amène aussi des patients qui peuvent parfois être un peu agressifs. On a fait pas mal quelques sujets aussi sur l'irascibilité, et c'est vrai que j'imagine que dans ce contexte, donc vous avez moins ce problème-là aussi. Tout à fait. C'est en fait, de toute façon, aussi bien en EHPAD qu'à l'hôpital ou que dans les cabinets de médecine générale, c'est la maltraitance institutionnelle qui crée la maltraitance des médecins envers les patients, qui crée l'impatience chez les patients, une impression de ne plus être soignés, et les gens, les patients, accessoirement, ils ont des questions, ils sont inquiets pour leur santé, et en face, ils ont des gens qui leur raccrochent au nez parce qu'il n'y a plus de place de toute façon, ils ont des gens qui les envoient bouler parce qu'ils ne sont pas inscrits sur leur liste de médecins traitants, qui ne peuvent plus les prendre parce que tout simplement, ils terminent déjà à 20h et que le lendemain, ils recommencent à 8h, donc de toute façon, ils ne vont pas voir le patient qui vient en urgence. Sauf que ça, c'est un problème lié au système qui est malade depuis des décennies et qu'on ne veut pas faire évoluer parce qu'il y a beaucoup d'intérêts à côté. Alors, comment vous déterminez le tarif que vous allez appliquer? Est-ce que c'est par rapport au cas, au patient, au temps que vous avez consacré? Alors, essentiellement au temps que j'y consacre. Puisque dans mon changement de tarif de consultation, j'ai inclus un temps de consultation plus long que ce que j'avais l'habitude de faire. En gros, 20 minutes au lieu de 15 minutes, c'est tout bête, mais 5 minutes, c'est énorme pour examiner les gens de manière plus attentive. Donc, c'est essentiellement ça. Et pour le déterminer, c'est tout simplement, c'est de la comptabilité, puisque là, je remets ma casquette d'entrepreneur. Je sais que pour travailler un nombre d'heures suffisant, mais pas trop intense pour ne pas m'épuiser, donc être toujours disponible pour mes patients. Il y a toutes les charges du cabinet, la location, l'électricité, le machin, et à un temps donné, ça donne un chiffre horaire, un chiffre d'affaires horaire pour mon entreprise pour qu'à la fin, je puisse payer les charges, me payer moi qui suis l'ouvrier principal de mon entreprise et le seul fournisseur de chiffre d'affaires. Donc forcément, à la fin, il faut que je puisse me payer. Alors sans faire fortune, je me paye, en fait, je maintiens mon salaire d'avant en voyant moins de patients. Et donc, en étant le soir encore disponible pour gérer les dossiers médicaux qui m'arrivent tous les soirs, les courriers, les biologies, à 23h, quand on ouvre le PC pour regarder les bilans qui sont parfois anormaux, on a encore la tête à soi quand on a fait une journée beaucoup moins intense
beaucoup moins pressé par la salle d'attente qui est pleine. Donc, si c'est pas indiscret, on est passé de combien à combien? Alors, je suis passé alors, ça dépend. On va calculer en chiffre d'affaires horaire. Pour mon cabinet, on est passé de 25 € la consultation x 4 à 50 € x 3. Donc, 200 à 150 € de chiffre d'affaires. C'est donc pas un revenu personnel, bien sûr. Oui, bien sûr. Le chiffre d'affaires pour payer la secrétaire, etc. C'est important parce que les gens confondent souvent et les politiques sont les premiers dans leur discours à confondre les deux volontairement. Et alors, vous nous disiez, donc ça fait un petit moment que vous vous êtes déconventionné. Est-ce que vous avez le sentiment que certains de vos patients, vous les avez perdus? Est-ce que le fait d'être moins remboursés en fait qu'ils vous ont quitté? Est-ce que ça a été un problème, ça, ou pas du tout? Vous avez l'impression d'avoir conservé la même clientèle, enfin les mêmes patients? Alors, non, il y a eu des changements. L'essentiel de ma patientèle est resté. Oui. Tout simplement par manque de choix, accessoirement, puisque comme dans tous les secteurs de France, on est tous c'est pas forcément tous dans des déserts, mais ici en l'occurrence c'en est un. Oui. Et comme l'essentiel de la surface française, on est en désert médical. Ce qui fait que la liberté de choix de médecin traitant n'existe plus vraiment en France, aussi bien en secteur 1 qu'en non conventionné. Donc en fait, il y a des patients qui sont partis, qui ont réussi à trouver d'autres médecins. Oui. Leur critère principal, c'était donc plus le remboursement ou la gratuité des soins que la qualité des soins. C'est leur choix. Mais par contre, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose parce que ça a fait un phénomène de remplacement, puisqu'en fait, il y a une telle pression dans tous les cabinets médicaux qu'il y a des gens qui étaient ravis de m'appeler au chevet de leurs grands-parents, quitte à payer plus, puisque les visites sont bien sûr bien plus chères que dans le secteur 1. Et est-ce que sur un plan moral, ça a été compliqué pour vous de vous dire que faute de moyens, certains de vos patients ne venaient plus? Oui, alors ça, mais avant de partir en fait. Tout simplement parce qu'on a été éduqués à l'hôpital public, nous les médecins, pendant 10 ans, on l'a fait tourner ni plus ni moins, puisqu'on était moins cher que des collègues qui avaient 1 an de plus ou 2 ans de plus, et que l'hôpital préfère ne pas recruter forcément puisqu'il est aussi en déficit. En fait, donc on est dans la gratuité du soin pendant 10 ans. D'un seul coup, déjà, rien que le faire payer la consultation, même si elle est remboursée, on a toujours du mal à s'adapter quand on s'installe. Et forcément, après, d'être totalement indépendant et de faire payer une somme conséquente quand même pour des honoraires, c'est difficile. Pour autant, après, c'est dans le raisonnement final, avant de me déconventionner, je me suis dit, mais je ne suis ni responsable de l'accès aux soins, c'est une affaire de politique. Donc le fait que les médecins ne s'installent pas, c'est pas de ma faute. Par contre, je suis responsable d'une chose, et c'est capital, et c'est déjà pas mal, c'est de la santé de mes patients, de leur bien-être. Oui. Et là, en fait, je sais que j'estimais déjà bien faire mon travail, mais je commençais à peiner à le faire, à m'épuiser, et du coup, ça se ressentait sur ma prise en charge. Je voyais se cumuler des dossiers que j'avais pas vus. Les patients revenaient avant que j'ai vu les résultats d'examen. C'était pas logique. Donc, en fait, là, par contre, moralement, c'est d'un point de vue moral et éthique, je suis beaucoup plus à ma place maintenant, en totale liberté, indépendance, de faire mon métier comme j'ai appris à le faire, qu'avant, où j'avais cette contrainte administrative permanente. Est-ce que vous avez l'impression, vous et les médecins qui se déconventionnent, que votre décision, là, elle fait école? Il y a de plus en plus de médecins qui font comme vous? Tout à fait. Effectivement, là, c'est du quotidien quasiment. Alors, bien sûr, la sécurité sociale, vous leur téléphonez, ils vous diront que c'est pas le cas, mais sur Internet, il y en a un par jour qui envoie sa lettre de déconventionnement effectif. Ah oui, c'est-à-dire la lettre qu'on envoie à la sécurité sociale, c'est un par jour en France. C'est dingue. D'accord. Oui, alors, moi, j'étais le seul, bien sûr, sur Cambrai. On est déjà 2, là, en 6 mois. J'ai un collègue qui m'a suivi, sachant qu'il avait déjà, depuis longtemps, cette réflexion, mais il n'osait pas passer la seconde. J'ai une collègue qui a exprimé très clairement à ses patients qu'elle était en épuisement total et qu'elle allait probablement partir dans l'année. Et j'ai un collègue dans un village alentour où là c'est vraiment Beyrouth au niveau c'est-à-dire que le soir il n'arrive pas à fermer le cabinet médical. Oui. Et c'est un collègue qui n'habite pas là-bas sur place. Il fait environ 50 km tous les jours à l'aller et au retour pour aller gérer des patients. Et en fait le problème c'est que du coup il est sur le point d'être du burn-out, etc. Ça menace énormément de médecins généralistes. Et en fait, il m'a appelé un petit peu au secours la semaine dernière pour voir mes chiffres, puisque c'est ça, il y a l'inquiétude, bien sûr. Il est indépendant, il a comme tout le monde une famille, donc il veut pas mettre en danger sa famille. Et en fait, on s'aperçoit qu'on ne met pas du tout en danger sa famille, puisque quelle que soit l'activité initiale, elle est adaptée au secteur où on se trouve, et donc on arrivera
à retrouver les honoraires suffisants pour mener son entreprise à bien Le temps de va manière faire le beaucoup plus chemin. qualitative. Bah écoutez, merci, c'était très intéressant d'avoir votre témoignage. En tout cas, merci pour ce moment consacré. On vous souhaite une belle journée. Merci, docteur À Lerouge. Cambrai et à travailler. bientôt. Bonne journée à vous. Bon Bonne courage. journée. Et nous, Catherine, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour retrouver un état de sérénité grâce à la cohérence cardiaque. Une technique à pratiquer à la maison et qui permet de gérer le stress et l'anxiété, maîtriser ses émotions et retrouver un sommeil réparateur. Et juste après la pub, il n'y a pas d'âge pour comprendre le travail des chiens policiers. Sont-ils tous les mêmes? Comment sont-ils formés? Dans quel cas les utilise-t-on? C'est sympa comme sujet, Mais ça, c'est non? sympa. À tout de suite, À tout de Catherine. suite. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bienvenue dans Y a pas d'âge sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Et alors, avant de lever le voile sur les véritables bienfaits de la cohérence cardiaque, cette technique à pratiquer à la maison et qui permet de gérer le stress et de retrouver un sommeil réparateur, eh bien, Catherine, vous allez nous faire découvrir le travail formidable des chiens policiers qui jouent un rôle très important dans la résolution Avec- de beaucoup d'enquêtes, Catherine. Oui, avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Et quand on parle de nos chiens policiers, on parle d'odorologie. D'ailleurs, c'est très très bien expliqué dans le bouquin de Jacques Pradel et François Daoust, Police technique et scientifique, le choc du futur. L'odorologie canine, puisque c'est ainsi qu'on la nomme, c'est une technique criminalistique qui date d'à peu près les années 70. Et depuis 2003, la police nationale utilise les compétences de nos amis à quatre pattes pour faire avancer les enquêtes policières. Bonjour Laetitia Barlerin. Oui, bonjour à vous deux. Notre- Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, Laetitia, notre vétérinaire préférée. C'est fascinant l'odorologie canine. Et je lisais, Laetitia, dernièrement, Oui. qu'un labrador a une membrane olfactive qui contient 200 millions de cellules sensorielles contre Oui. 5 millions chez l'homme, soit 40 fois plus. Donc, on comprend à quel point leur aide peut être précieuse. Ah oui, mais bien sûr. Bah, vous savez que d'abord, l'odorat, c'est le premier sens chez le chien. Alors, c'est difficile à appréhender pour nous parce que eux, ils vivent dans un monde d'odeurs. Vous savez que Oui. quand vous représentez le monde, c'est un monde d'images. Oui. Alors que le chien, c'est un monde d'odeurs. Il y a un tiers du cerveau du chien qui est consacré à l'interprétation des odeurs. Alors, vous avez parlé du labrador, mais vous avez mieux, vous avez le Saint-Hubert. Le Saint-Hubert, il a 300 millions de récepteurs olfactifs Wow. sur sa muqueuse nasale. En fin de compte, plus le chien a un nez long et plus il a un odorat élevé. Voilà, c'est un D'accord. peu la règle. Alors, Laetitia, quelles sont les races de chiens les plus souvent utilisées par la police? Alors, c'est le malinois, le berger malinois ou le berger allemand. Alors, pourquoi? Alors, d'abord parce qu'ils ont un odorat qui est très développé, ils ont un nez très long, très fin. Et puis surtout parce que ce sont des chiens qui sont assez actifs, vifs, intelligents, ça c'est très important, loyaux envers leur maître. Ils ont beaucoup de courage et d'endurance. Donc, le plus important, quelque part, c'est aussi la relation qu'ils ont avec leur maître, que ça soit un gendarme, un policier ou autre, ou un douanier. Et c'est ça qui est vraiment mis en valeur dans ces chiens-là. Et vraiment, ils ont vraiment beaucoup d'endurance et puis ils aiment jouer. Et c'est ça aussi le centre de l'éducation de ce chien. Et alors, quels sont, parce que j'imagine on ne devient pas chien policier comme ça, donc quelles sont les formations que ces chiens doivent suivre pour être efficaces et est-ce que ça dure longtemps? Alors ça peut durer. Alors non, ça dure que quelques mois. Vous savez, on peut apprendre très très vite à un chien à repérer une odeur, à chercher une odeur. En fin de compte, tout est placé sous la coupe du jeu et de la complicité. C'est-à-dire que le chien qui cherche une odeur, pour lui, c'est un jeu. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il va trouver cette odeur, il va être récompensé soit avec une friandise, soit le plus souvent avec son jouet fétiche qui est un petit boudin. On appelle ça un boudin chez les policiers, mais c'est une sorte de boudin, voilà, qu'on donne et qu'ils adorent. Et ils savent qu'ils doivent faire plaisir au maître. Alors c'est cette complicité qui est très importante. Alors vous savez, cette complicité, on la met en place dès 2 mois d'âge chez le chien, où on commence à jouer avec lui, à jouer à cache-cache, à cacher son boudin, enfin son jeu préféré. Et puis après, c'est une autre personne qui cache le jeu préféré. Et après, il faut juste trouver la personne et on lui donne le jeu préféré. Donc il comprend très vite son travail, si vous voulez. Et pour lui, c'est un jeu. Donc il faut bien se dire qu'ils ne sont pas obligés de travailler. Ils jouent pour faire plaisir à leur maître. Mais alors, justement, est-ce qu'on forme différemment un chien qui cherche de la drogue qu'un chien qui cherche un enfant ou des explosifs?
Non, pas du tout. C'est exactement la même formation, sauf que on change bien entendu l'odeur qu'il doit retrouver, mais c'est toujours tu cherches, on joue à chercher, c'est un peu un jeu de cache-cache, on joue à chercher, quand tu as trouvé, tu marques, alors le chien marque, c'est-à-dire qu'il gratte, ou il aboie, ou il s'arrête, il a appris ça avec son maître, et il est content parce qu'il l'a trouvé, et il est récompensé par un jeu avec son maître. Donc, toutes les formations des chiens douaniers, policiers, de l'armée, etc., c'est vraiment, ça se base sur le jeu, c'est du positif, il n'y a jamais de contrainte pour le chien. Là, on a un cas concret avec la disparition du petit Émile et on a vu que la police a fait appel à différents chiens. Il y a les chiens qui pistent, il y a des chiens qui retrouvent les molécules olfactives dans l'air pour déterminer la zone où l'enfant a pu se déplacer, et puis il y a les chiens entraînés à retrouver les corps. Est-ce que, vu la sensibilité de l'odorat, est-ce qu'une hygiène alimentaire est nécessaire pour éviter que peut-être des aliments altèrent cet odorat très sensible ? L'odorat est affecté par beaucoup de facteurs. Alors d'abord le sexe. Il semblerait que la femelle d'abord ait un odorat plus développé que le mâle, sauf que comme elle a des chaleurs 2 fois par an, les chaleurs diminuent son odorat. Bon. Concernant son alimentation, on a fait beaucoup de recherches dessus aussi. Il faut une alimentation bien sûr équilibrée pour que l'animal soit en bonne santé. C'est pour ça que ces chiens ont des contrôles vétérinaires très très fréquents. Mais alors on s'est aperçu que l'alimentation doit être riche en matière grasse, parce que l'odorat augmentait avec la matière grasse. Ensuite, et c'est peut-être aussi qui a été un facteur lors de la recherche du petit Émile, c'est que quand le temps est chaud et sec, ça diminue l'odorat du chien. Car l'humidité est importante pour capter les molécules. C'est pour ça que le chien se lèche souvent la truffe. C'est pour ça aussi qu'au niveau de la truffe, on a des glandes qui sécrètent un mucus qui humidifie la truffe. Une truffe humide est beaucoup plus performante qu'une truffe sèche. Donc c'est vrai que les conditions climatiques ont aussi une influence sur l'odorat du chien, et c'est pour ça que dans certains cas, le chien peut-être ne peut pas n'est pas performant à 100% parce que les conditions météorologiques, parce que la chaleur, parce que la sécheresse l'empêche de bien sentir. Il faut vraiment le savoir pour savoir un petit peu pourquoi on n'a pas retrouvé tout de suite peut-être certains corps. Merci beaucoup Laetitia pour toutes ces précisions. Merci pour toutes ces informations. Et donc maintenant on sait qu'il vaut mieux commettre un larcin dans le sud de la France qu'en Bretagne. Merci beaucoup. Et maintenant, David, il est temps de retrouver notre spécialiste santé beauté, la reine de la sérénité, Ariane Goldet, qui en plus... Alors, il paraît que vous chantez toute la journée. David m'a dit ce matin, vous chantez toute la journée sa chanson fétiche, Délivré, libéré. Et vous avez décidé de nous faire découvrir la cohérence cardiaque, une technique pour retrouver un état de sérénité totale. La chanson, ça suffit pas apparemment. Mais oui, alors moi je pose la question, la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? Alors ce n'est pas une technique de zen-attitude inventée par le dernier gourou qui officie à Deauville ou par l'annexe de l'église de Scientologie de la Bourboule. Non, c'est une discipline thérapeutique établie par des cardiologues dans la prévention des maladies cardiovasculaires et plus particulièrement pour réguler le rythme du cœur. Elle est de plus en plus pratiquée à la maison pour gérer le stress et l'anxiété, maîtriser les émotions et retrouver un état de sérénité. Bonjour Ariane Goldet. Bonjour à tous. Bonjour. Regardez, je suis tout à fait sereine. Mais on voit ça, vous êtes délivrée, libérée, Ariane. Voilà, alors, libérée. Ariane, en quoi consiste cette technique? Alors, déjà, il suffit de retenir 3 chiffres. 3, 6, 5. 365. C'est-à-dire 3 fois par jour, 6 pour 6 respirations par minute et 5 parce que ça dure 5 minutes pour que votre cœur parvienne à battre à un rythme régulier en harmonie avec votre respiration. C'est-à-dire que vous allez caler les battements du cœur sur votre respiration. Tout ça pour diminuer le stress et faire baisser la tension artérielle. Écoutez, alors concrètement, comment ça se pratique? Parce que moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est hyper simple, vous inspirez. Avec David, tous les jours, vous inspirez. On a besoin de se déstresser. Très simple, vous inspirez avec le ventre pendant 5 secondes, vous expirez par la bouche pendant 5 secondes, et vous recommencez 6 fois. Ça fait en tout 1 minute, vous répétez 5 fois, ça fait 5 minutes. L'important étant la régularité. En effet, parce que les bénéfices vont durer entre 3 à 6 heures. Donc, vous ne pouvez pas cumuler. Donc, il faut faire ça matin, midi et soir. Il faut recommencer plusieurs par jour. Alors, vous pouvez pratiquer partout,
où vous voulez, quand vous voulez, assis ou debout, avec une minuterie ou encore mieux un appareil, une application gratuite comme Respirelax ou Cardiozen. Alors moi j'ai Cardiozen, regardez. Attendez, je fais marcher mon... Voilà. J'inspire quand la mer monte, j'expire quand elle descend. Et très souvent le soir quand je le fais, ça me sert de somnifère. Vous vous endormez. Ah bah Voilà. alors. Et c'est extrêmement pratique avec les applications. D'accord, bon, alors, franchement, ça fonctionne vraiment, la cohérence cardiaque, ou c'est un truc pour bobo Non, hipster? c'est pas du tout un truc pour bobo ou autre, pas du tout. C'est une technique qui est issue de recherche médicale américaine de l'Institut Earth-Mass dans les domaines de la neuroscience et de la neurocardiologie. Quand le cœur est en cohérence cardiaque avec votre respiration, il bat à un rythme régulier, en totale harmonie avec votre respiration. Et donc là, il s'ensuit des phénomènes neuronaux, hormonaux et biochimiques qui rétablissent le calme. C'est-à-dire que la respiration lente permet de diminuer progressivement votre taux de cortisol dans l'organisme, cortisol étant l'hormone du stress. En plus, on sait que la cohérence cardiaque augmente les défenses immunitaires, l'apprentissage, la mémoire et la coordination. Ça augmente aussi le plaisir et ça atténue les angoisses. Et les tests le prouvent parce que ça a été vraiment très travaillé. Donc, après un mois de pratique, mais très régulièrement, le pourcentage de personnes épuisées passe de 50 à 12%, d'insomniaques de 34 à 6%, d'anxieux de 33 à 5%. Donc franchement, énorme. Mais c'est énorme. Donc franchement, c'est quand même un système, une thérapie qui ne coûte rien, qui prend pas beaucoup de temps et qui vraiment a de vrais résultats. Et vraiment, les gens qui pratiquent ça n'arrêtent pas parce qu'ils savent vraiment qu'ils sont beaucoup mieux. Redonnez, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter, le 3-6-5. Alors, 3, 6, 5, c'est-à-dire 3 fois par jour, 6 pour 6 respirations par minute et 5, parce que vous en faites 5 fois, donc 5 minutes. Comme les 365 jours de l'année, finalement. Exactement. 3, 6, 5. Ariane, si on a compris que ça permet de s'endormir beaucoup plus facilement, est-ce que ça permet de faire une nuit complète? Alors, écoutez, moi, c'est pour moi. Pour vous? Pour moi, je m'endors plus facilement, mais je me réveille la nuit. Je ne sais pas si les autres, je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Et vous le refaites la nuit quand vous vous réveillez? Non, pas du tout, non. Vous devriez essayer, Ariane. Ah oui, c'est vrai, en plus, j'y ai jamais pensé. Vous devriez essayer. Heureusement que vous êtes là. Mais voilà. Heureusement que vous êtes là. Eh ben, écoutez, voilà. Merci, Ariane, de rien pour la consultation. Alors, voilà, merci, Ariane. Et moi, je vais directement essayer pour dormir comme un bébé cette Non, nuit. mais moi, je vais essayer 3, 6, 5. Attends, c'est facile. Bon, on essaye ce soir essaye. Et on vous dit ça la semaine prochaine. Alors, dans quelques minutes, David, Nicolas Devilliers, président du Puy du Fou, le plus grand parc d'attractions au monde qui vient d'être célébré et récompensé à Hollywood pour son dernier spectacle, Le Mime et l'Étoile, sera avec nous. Eh ben, à tout de suite. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 13h sur Sud Radio. Aujourd'hui, pour conclure l'émission, nous avons l'immense plaisir de recevoir Nicolas Devilliers qui dirige le parc d'attractions du Puy du Fou, l'un des plus grands parcs d'attractions en France et même classé par Opinionway en 3e position des marques les plus innovantes, Catherine. Et oui, David, et qui a reçu il y a quelques semaines l'Oscar du meilleur spectacle au monde aux États-Unis. C'était à Hollywood, un prix exceptionnel, décerné d'ailleurs à un spectacle Le Mime et l'Étoile. C'est un spectacle qui rend hommage au début du cinéma avec une vraie performance scénographique. On va d'ailleurs y revenir. Bonjour Nicolas Devilliers. Bonjour. Vous êtes le président du Puy du Fou, mais quel succès! Comment avez-vous accueilli cette récompense à Los Angeles, l'Oscar du meilleur spectacle? Une récompense mondiale pour la Vendée. Encore une. Oui, c'est une récompense même pour la France en fait, parce que le Puy du Fou, vous savez, c'est du pur made in France, donc c'est vrai que c'est une joie énorme parce que on a été très surpris. Les Américains avaient légèrement insisté pour qu'on soit présent, donc on espérait que c'était pour une bonne raison, mais c'est vrai que ça a été une vraie surprise parce que 800 spectacles ont été jugés par le monde, par un jury qui passe son temps à voyager partout, un jury d'experts qui sont vraiment des gens qui ont eux-mêmes une grande expérience dans le spectacle de manière générale. Et c'est vraiment le critère de l'innovation, de la poésie, de l'émotion. Ce sont tous ces critères-là qui ont été pris en compte et qui nous ont permis de gagner cet Oscar. Donc c'est vrai que c'est une vraie joie. Vous savez, quand on sait que le Puy du Fou
eh bien, est en enfer en Vendée, que c'est un petit coin de France loin des grandes villes, mais qui a finalement attiré petit à petit et fait grandir son succès. C'est une joie de se dire que tout est possible et que, vous voyez, les rêves d'enfants que nous avons, eh bien, ils nous mènent jusqu'à Hollywood. Alors, justement, ça fait plus de 30 ans que le Puy du Fou est synonyme de succès, mais alors, moi, ce que je voudrais savoir, Nicolas, c'est quelle est votre recette pour connaître ce succès ? Je crois que c'est l'émotion, en fait. Vous savez, la force du Puy du Fou, c'est que, c'est contrairement à un parc d'attractions avec des manèges qui partent un peu au corps, qui vous secouent dans tous les sens. Dans la sensation. Voilà, on est dans la sensation. Nous, au Puy du Fou, nous sommes dans l'émotion. C'est-à-dire qu'on parle au cœur. C'est difficile parce qu'en fait, on parle à la part invisible de l'être humain. Et c'est ça qui rend le Puy du Fou universel. Je crois que c'est ça qui fait que ce langage artistique transcende en fait les cultures, les langues, et que le jury américain, comme d'ailleurs des Chinois ou des Brésiliens, vibre au Puy du Fou de la même façon que des Français, parce que ce langage-là, eh bien, là encore, il est profond et qu'il est universel. Voilà. Et je crois que c'est ça le secret du Puy du Fou, c'est cette émotion par l'histoire que nous racontons, par les histoires que nous racontons, chaque spectacle étant une histoire différente. Et c'est une émotion surtout qui transcende aussi les générations. C'est ça notre grande force, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un enfant ou un adulte pour vibrer, tout le monde vibre ensemble à la même émotion. Je témoigne, et en plus j'ai l'impression que cette émotion, en fait, elle progresse même. C'est-à-dire qu'il y a les spectacles, puis après il y a eu les immersifs, et puis maintenant c'est le mime et l'étoile, et à chaque fois on en prend un petit peu plus. Alors moi la question que je me pose, c'est toutes ces idées, qui est-ce qui va les chercher ? Qui est-ce qui les a, toutes ces idées ? Vous savez, on a une force, c'est qu'on est une équipe qui fonctionne de manière assez familiale, c'est-à-dire qu'on se connaît très bien les uns les autres, et donc je dirais, on capte toujours ce que l'époque peut nous apporter. Ça peut être des nouvelles technologies permettant des effets spéciaux, mais ça peut être aussi tout simplement des périodes historiques qui nous inspirent, un personnage dont on a croisé le parcours qui nous inspire aussi. Donc à chaque fois, nos sources d'inspiration sont très diverses, mais ce qu'il faut, c'est être à l'affût, vous voyez, en permanence, capable de relier les points qui ont marqué votre journée, et c'est ça qui fait naître des idées. Donc, c'est une culture au Puy du Fou qui fait que la créativité est partout, en tout point, et dans toutes les équipes. Elle n'est pas limitée simplement au spectacle. On demande à nos équipes d'être toujours pleines de nouvelles idées. Et alors, afin de surprendre et d'émerveiller le public, combien de personnes travaillent au Puy du Fou ? Et il y a une autre chose que j'aimerais savoir, c'est quel est le métier le plus surprenant que vous avez ? Alors, combien de personnes ? 3850 personnes aujourd'hui. C'est 2500 en France, il y en a 1000 en Espagne, on a 300 personnes en Chine aujourd'hui, 50 personnes aux Pays-Bas. Donc le Puy du Fou c'est beaucoup développé. Le métier le plus surprenant, je vous dirais comme ça, à brûle-pourpoint peut-être pilote de drone, parce que un télépilote de drone chez nous, il pilote pas un drone, il en pilote 30 à la fois, et les drones servent dans les spectacles à porter des éléments de décor lumineux, par exemple, dans l'un de nos spectacles, le plus grand d'entre eux, et ça nous permet bien de surprendre par la poésie, parce que le drone, on ne le voit pas, bien sûr. Alors, il y a beaucoup d'autres métiers très insolites au Puy du Fou, bien sûr. Je ne dirais rien, mais il y a même parfois un avion qui traverse une salle, donc tout est possible au Puy du Fou. Mais alors, en quoi le mime et l'étoile est si incroyable, si exceptionnel, attire tant ? Le mime et l'étoile, c'est l'histoire d'un réalisateur qui pense que pour que le cinéma noir et blanc et muet devienne parlant et coloré, il faut que son actrice et son acteur s'aiment devant la caméra, mais d'un amour sincère et réciproque. Et donc c'est un réalisateur poète finalement, c'est un réalisateur qui est resté un enfant. Et donc on va assister au tournage, mais en noir et blanc. Alors vous passez d'un plateau dans lequel vous entrez pour vous installer dans la tribune qui est en couleur, et tout à coup on bascule en noir et blanc sans que vous ayez besoin de porter des lunettes spéciales ou sans qu'il y ait d'écran entre vous et la scène. Et cet effet-là fait que votre rétine, parce qu'on a travaillé sur l'ensemble de l'effet pour que, avec un certain nombre d'ingrédients, on arrive à vous faire croire au noir et blanc. Et c'est ça qui surprend beaucoup. Et puis ensuite, je crois que l'histoire est poétique, l'histoire c'est une belle histoire d'amour, et on utilise une technologie aussi qui est évidemment stratégique pour nous dans le spectacle, c'est celle d'un voyage, ce qu'on appellerait un road movie, si vous me passez le mot, c'est-à-dire un travelling. Vous êtes, vous spectateurs, la caméra. Pourtant, vous ne bougez pas, mais c'est le spectacle qui se déplace sur plus de 2 kilomètres. Oui. Et donc, c'est un spectacle en mouvement permanent, et c'est ce qui lui donne aussi sa dynamique et peut-être aussi sa force d'émotion. Oui. Alors, comment vous concevez vos spectacles ? Est-ce que vous partez d'une performance technique que vous avez vue et que vous souhaitez utiliser, ou alors est-ce que vous partez toujours de l'histoire que vous voulez raconter ?
toujours de l'histoire. Vous savez, les performances techniques, on les accumule effectivement et on a des ateliers tenus secrets dans lesquels on travaille sur beaucoup de prototypes. Mais c'est d'abord l'histoire. Qu'est-ce que nous voulons raconter? Quelle émotion on veut faire passer? Et en quoi on peut toucher le cœur et l'âme. Vous savez, l'âme, c'est comme un arc-en-ciel. Il y a plein de couleurs. Alors, chaque spectacle, c'est une des couleurs de l'arc-en-ciel pour que finalement, à la fin de votre séjour au Puy du Fou de 2 ou 3 jours, eh bien, vous ayez le sentiment d'avoir parcouru toutes les potentialités de l'âme humaine dans tout ce qu'elle a de plus grand. Et c'est ça qui nous passionne, c'est ça qui nous fait vivre, et c'est à ça que eh bien, nous travaillons en mettant les technologies, les effets spéciaux au service de cette émotion. Et quand vous en parlez, je veux dire, l'émotion, on la sent en vous et elle se voit dans chacun des spectacles. Mais on peut pas parler du Puy du Fou sans parler de la cinécénie. Plus de 2600 Puy-Follets qui jouent sur plus de 23 hectares de terrain aménagé. On est face au plus grand spectacle de nuit au monde pour raconter l'histoire de la Vendée du Moyen-Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on arrive, vous parliez des drones tout à l'heure, est-ce qu'on arrive encore à innover, à faire des choses nouvelles sur une telle scène? Bien sûr, il faut avoir des rêves toujours plus grands. Et vous savez, nous sommes des grands enfants. Oui. La seule différence entre l'enfant et l'adulte, c'est la taille du jouet. Mais sinon, bien sûr, nous allons encore cette année apporter des nouveautés. Et dans la cinécénie, par exemple, à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement, eh bien, nous allons faire entrer des chars Sherman. Vous savez, les chars américains énormes qui ont sauvé, qui ont libéré la France. Bien sûr. Conduits par Leclerc, par Delattre, les grands généraux qui ont sous le commandement de Gaulle, finalement, ouvert la voie à la libération. Et alors, il y aura cette scène qui va être spectaculaire, très joyeuse, parce que on a reproduit à l'identique, même en taille un peu plus grande en vérité, des chars énormes qui vont faire leur entrée sur scène. Ça va être très spectaculaire. Alors, vous venez de le dire, le Puy du Fou est aujourd'hui présent en Espagne, en Chine, aux Pays-Bas. Il s'est exporté. Comment vous faites pour raconter une histoire peuplée de grands moments historiques qui ne sont pas les vôtres et qui font cette manière fait l'ADN du Puy du Fou? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, quand on est en Espagne, on devient espagnol. Il faut vraiment s'acculturer et se laisser pénétrer par la culture de l'autre pour essayer de comprendre comment les Espagnols parleraient de leur histoire. Et en même temps, on amène un regard extérieur. Ce que nous disaient les Hollandais ou les Espagnols ou même les Chinois, c'est que notre regard de Français peut-être amène une forme de fraîcheur sur une histoire qui est plus difficile à traiter quand on est espagnol pour parler de soi-même, c'est parfois plus dur. Et donc, on amène ce regard. Mais en effet, la singularité du Puy du Fou, c'est que quand on va en Espagne, nous créons des spectacles espagnols sur l'histoire de l'Espagne. Vous l'avez bien compris. Et ça, c'est une force qui est assez unique. Nous ne reproduisons pas un Puy du Fou français partout où nous allons. Au contraire, nous adaptons notre modèle dans la culture du lieu. Alors, vous avez forcément des projets. Est-ce qu'on peut en 3 secondes parler des projets? Si je parle d'un train, on peut en parler du train ou pas? Bien sûr qu'on peut en parler. Oui, ça fait partie de nos projets. C'est un projet qui va voir le jour en 2025. Et donc, nous sommes en train de travailler activement sur ce projet de spectacle, qui est un spectacle qui sera forcément unique au monde. En tout cas, l'expérience n'a jamais été tentée nulle part. C'est le spectacle le plus long du monde, puisque vous partez le lundi matin dans le spectacle, et puis vous revenez le samedi matin. Vous partez c'est génial. Et en fait, le théâtre, c'est quoi? C'est un train Belle Époque. Et donc, vous êtes dans un train absolument conforme à ce qu'était le train à la Belle Époque, avec tout évidemment le luxe de bord magnifique. Et ce train, c'est un théâtre. Et dans ce théâtre, il va se passer beaucoup de choses, à la fois dans le train, mais aussi dans les escales. Donc, ça va être une aventure grandiose qu'on prépare. Beaucoup d'escales? Oui, un certain nombre de hauts lieux français qu'on a choisis et qui vont marquer le séjour. Et à chaque fois, bien sûr, l'histoire qu'on raconte. Et ben vous venez de titiller mon âme d'enfant. Merci Nicolas Devilliers. Le Puy du Fou a ouvert ses portes hier. Si vous n'avez pas encore vécu cette expérience, courez-y, je peux vous le dire. On y va pratiquement chaque année, nous. Merci Nicolas Devilliers. Donc vous verrez Catherine au Puy du Fou en juillet prochain. Merci Nicolas. Et merci à tous de nous avoir suivis avec Catherine. Nous vous souhaitons de passer un bon dimanche et une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. On se retrouve dimanche prochain à 7h49 dans la matinale de Jean-Marie Bordry pour notre chronique Y'a pas d'âge, pour passer un petit coup de gueule, et entre 12h et 13h avec évidemment plein d'autres rendez-vous. Eh bien, bon dimanche à tous. Sud Radio, Y'a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.